Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours de philosophie générale consacré à la notion de conscience. La fois précédente, j'ai développé les deux premières méditations métaphysiques de Descartes, sa théorie de la connaissance ainsi que sa fameuse théorie du cogito. Je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo avant de regarder celle-ci car c'est une vidéo essentielle pour comprendre le sens de cette dernière ainsi que pour avoir une culture philosophique basique sur la notion de conscience. On a comparé la manière dont Descartes formulait le cogito dans les méditations métaphysiques, ainsi que la façon dont il traite celui-ci dans son discours de la méthode. Et on a vu que c'était dans ce dernier que Descartes convoquait la fameuse punchline restée à la postérité. Je pense donc je suis. Ce qu'il faut bien retenir de cette fameuse thèse immortelle qui a fait date dans l'histoire des idées, c'est qu'elle nous renseigne sur notre identité personnelle, pas seulement sur ce que nous pouvons connaître avec certitude. En effet, le fait que l'on puisse douter de tout à l'exception de notre pensée, puisque pour douter, il faut penser, la fameuse démonstration du cogito, elle sert à Descartes pour affirmer que c'est notre pensée qui est première par rapport à tout le reste, y compris ce que nous transmet nos sens. Je peux faire l'hypothèse qu'un malin génie me trompe et m'induit en erreur, en me maintenant dans un état d'illusion permanent, en lieu et place de la vérité. Il n'empêche que la pensée qui caractérise ma conscience subsiste, elle résiste au doute, puisque c'est elle qui sert à douter. Ainsi, la pensée est la chose la plus certaine qui soit, puisque son évidence résiste au doute. On existe donc en tant que sujet conscient qui peut remettre en question ce qu'il perçoit et ce dont ses sens l'informent. La pensée qui caractérise notre conscience comme subjectivité, comme pensée réflexive capable de se prendre elle-même comme objet, est une donnée première et fondamentale par rapport à toutes nos autres connaissances possibles. Si Descartes dit «Je ne suis qu'une chose qui pense», à ce propos, c'est parce que justement la pensée ne fait aucun doute par rapport au reste de sa personne qu'il reste à définir. D'où le terme de chose qui renvoie à l'indéfini, puisque l'on a vu que Descartes a tout remis en question dans la perspective du doute radical. Ce qu'il faut bien retenir donc, c'est que pour Descartes, la pensée est ce qui nous caractérise en tant qu'individu sur le plan de l'identité personnelle. Nous savons que nous existons en tant que substance pensante, puisque ce qui subsiste et résiste au doute, c'est la pensée justement. On a vu que cette théorie cartésienne qui consistait à faire de la pensée une donnée indubitable et fondamentale dans la constitution de notre identité personnelle était contestable dans la mesure où il se pourrait que nous soyons avant tout des sujets sentants avant même d'être des sujets pensants, et que l'on pouvait même remettre en question la démarche cartésienne du doute radical en contestant l'authenticité. Il y a eu de nombreuses critiques des méditations métaphysiques, ainsi que des idées de Descartes au cours du XVIIe siècle, mais les critiques se sont même prolongées dans les siècles suivants, en particulier au XVIIIe, et c'est la critique que dresse David Hume, philosophe écossais incontournable du siècle des Lumières, que j'ai abordé il y a pas longtemps sur cette chaîne, dans le livre 1 de son chef-d'œuvre Le traité de la nature humaine, qui convient d'examiner à présent, en ce qu'elle opère cette double objection possible que j'ai relevée. Je vais m'appuyer sur les deux principaux arguments que Hume emploie pour contrer Descartes, et ensuite je creuserai un peu plus la critique globale qu'il fait de l'idée du moi substantiel en tant que sujet qui disposerait d'une identité transtemporelle, c'est-à-dire qui subsisterait à travers le temps et demeurerait toujours le même. Petite précision rapide sur David Hume, c'est un empiriste qui représente ce que l'on a nommé un scepticisme mitigé, un scepticisme du scepticisme, on pourrait le dire, mais je développerai cette idée-là une autre fois, car si Hume est principalement sceptique, il doute lui aussi, mais pas au même titre et de la même façon que Descartes. J'ai précisé l'autre fois que Descartes n'était pas le grand copain des empiristes, en particulier les Anglais, sa correspondance avec Hobbes tournant assez vite au vinaigre à la fin notamment, car les empiristes partent du principe que toute connaissance dérive de l'expérience. Pour Locke, que je réétudierai à nouveau prochainement avec vous, qui est plus ou moins le précurseur de ce que l'on nomme l'empirisme, un des premiers en tout cas et qui est contemporain de Descartes,
Ça n'a pas de sens de parler d'idées innées. Toutes les idées que nous formons dérivent de notre expérience du réel, de ce qui apparaît et de nos sens. Locke emploie par ailleurs au livre 2 de son essai sur l'entendement humain une image restée à la postérité. Il dit que notre âme n'est pas comparable à une tabula rasa, c'est-à-dire à une table vierge de tout caractère. C'est une table qui serait vide, sans la moindre inscription. C'est ce que l'on perçoit par nos sens qui permet l'élaboration de nos idées. Ce que l'on ressent et ce que l'on perçoit est à la base même des idées que nous formons qui vont constituer la matière même de toutes nos connaissances. Je fais ce rapide détour par Locke pour vous montrer dans quelle tradition philosophique s'inscrit Hume. Vous comprendrez que pour Hume, ça n'aurait aucun sens de concevoir, comme on a vu, tel que le faisait Descartes, un entendement qui permet de saisir des formes mathématiques parfaites, distinctes de l'expérience qui est trompeuse. Pour Hume, tout ce que nous concevons dans notre esprit, nous le concevons par abstraction, mais précisément cette abstraction prend appui sur nos impressions sensibles, sur ce que nous sentons par nos sens. On s'élève donc du particulier à une forme générale pour rendre notre rapport au réel plus commode, mais ça n'a pas de valeur de vérité. Le triangle que j'ai en tête, ce n'est qu'un triangle abstrait qui dérive de tous les objets de forme triangulaire que j'ai déjà pu apercevoir au sein de ma propre expérience du réel. Et concernant le sujet, alors, ça donne quoi justement? Eh bien, pour le savoir, il faut se pencher sur le traité de la nature humaine qui, comme son nom l'indique, porte sur les lois inhérentes à notre nature, à la manière dont nous connaissons et agissons notamment. Le premier livre est consacré à l'entendement. Hume y examine comment nous élaborons nos connaissances en comparant entre elles des idées complexes, composées d'idées simples, qu'il appellera mode et substance en prenant des termes métaphysiques pour provoquer un peu, car il va faire beaucoup de mal à la métaphysique avant même que Kant ne commence à la ramener. Le livre 2 est consacré aux passions humaines, à notre vie affective et à la façon dont nos passions influencent nos décisions. Et le livre 3, qui est le plus passionnant des trois, je trouve, à titre personnel, est consacré à la morale où Hume décortique et analyse la manière dont la nature humaine, décrite sur le mode de la connaissance et du pâtir précédemment, influe sur nos interactions et sur nos conceptions du bien et du mal. Je vais m'appuyer précisément sur les deux premiers livres, car ce sont eux qui sont les plus importants pour comprendre la critique du cogito cartésien dans le détail. Au livre 1 de son traité de la nature humaine, chapitre 6, section 6, Hume attaque le cogito cartésien et sa critique porte sur deux aspects. Le premier, c'est un aspect méthodologique, il critique l'authenticité de la démarche de Descartes. Le deuxième, c'est un aspect épistémologique. En critiquant sa méthode, il critique également du même coup le résultat auquel pense être parvenu Descartes. Hume essaye de faire preuve d'autant d'honnêteté intellectuelle que possible, et il prétend qu'il se met à la place de Descartes, sans jamais citer son nom dans ce passage en tout cas. Il nous dit que lorsqu'il essaye de faire le vide en lui-même, il bute, je cite toujours, contre une impression de chaud ou de froid, de plaisir ou de déplaisir. Dans le texte, il parle même de douleur. Bon, ma foi, dans l'introspection, il ressentirait encore une certaine gêne. Bon, la méditation, c'est pas trop pour Hume, hein, en gros. Ce que veut dire Hume par là, c'est que la subjectivité cartésienne se prend à tort pour ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire un espèce de bac que l'on pourrait vider de son contenu comme bon nous semble. Pour Hume, même si on fait abstraction du monde qui nous entoure, même si l'on pratique la méditation, on sera toujours affecté par des impressions de sensations, par ce qui nous parvient par les sens. Précisons que Hume partage avec Descartes le même point de départ en principe, puisqu'il fait l'hypothèse que ce qui existe autour de lui n'existe pas de manière objective, le rapport que l'on a au réel dépendant strictement de la conscience. Le rapport à la réalité est mental également pour lui, j'expliquerai pourquoi une prochaine fois. L'une des lois fondamentales propres à la nature humaine pour Hume, c'est que nous ne connaissons jamais que des idées dérivant de nos impressions. L'autre loi propre à la nature humaine, c'est que ces impressions sont des impressions de sensation et de réflexion.
J'expliquerai la différence entre les deux ensuite, ne vous inquiétez pas. Là, je convoque des termes un peu techniques qui font partie de son jargon conceptuel pour que vous ayez une connaissance un peu plus précise de Hume. Donc, pour Hume, forcément, si la base de nos connaissances repose sur ce que nos sens nous transmettent, bah, ça le fait bien rire qu'on lui dise que l'on peut réellement faire le vide en soi, ou même douter réellement du fait que ce qui s'impose à nous avec force par les sens est illusoire. En fait, ce qui fait la différence chez Hume entre la rêverie et la réalité, entre l'imagination et ce qui est, c'est très simple, et c'est particulièrement original, c'est une question de degré. Ce qui est, c'est ce à quoi j'accède par mes sens, et il s'agit d'impression de sensation. Impression, car le rapport à ce que je sens est de l'ordre de l'intériorité. Hume ne dit pas que les choses existent de manière objective et se suffisent à elles-mêmes, c'est pas son genre. Une impression de sensation, qu'il s'agisse de données sensorielles faisant intervenir nos sens, le chaud, le froid, les frissons ou même nos passions, qui en sont également, la colère, la tristesse, la joie, l'allégresse, etc. Tout ça, c'est évident parce que ça s'impose à nous. Et il y a une force de nos impressions sensibles qui fait que l'on ne peut pas les remettre en doute. Si je me prends un mur dans la tronche sans le faire exprès, je ne vais pas douter du fait que j'ai vraiment mal, justement, parce que la sensation est première et s'impose à moi de toute sa force dans ma connaissance. À l'inverse, si j'imagine un éléphant rose ou si ce que j'imagine n'a pas la même emprise sur mon esprit et n'apparaît pas aussi clairement que ce qui est réellement. Il y a un degré de force supérieur qui constitue nos impressions sensibles, ce que nos sens nous renvoient directement, qui fait que l'on ne peut pas en douter, à moins d'être drôlement malhonnête pour le dire de façon un peu virulente. Par exemple, si je m'assois sur une table en tailleur pour pratiquer la méditation, ou sur le sol, peu importe, j'aurai au minimum la dureté ou la sensation de la table ou du sol sous mon popotin. Il n'est pas fondamentalement possible de vider notre conscience de son contenu, car son contenu, qui est constitué par les sens, s'impose avec force à notre esprit. Ça, c'est la critique humienne du cogito qui attaque l'authenticité de sa démarche. En fait, ce que Hume sous-entend dans ce texte, c'est que Descartes prétend avoir fait quelque chose qui est de toute façon impossible. Il dit même à la fin du texte que si un tel philosophe parvenait à se passer réellement de la sensation dans son analyse ou dans ce qu'il conçoit, il n'essaierait même pas de discuter avec lui. Sous-entendu, il habite sur une autre planète, donc ça sert à rien de discuter avec cet illuminé puisqu'il n'a pas la même expérience de la réalité que moi. Je ne vis pas dans le même monde que Descartes. Ça, en gros, c'est ce que dit Hume, hein. L'autre partie de la critique de Hume, elle porte sur la constitution du cogito comme fondement de nos connaissances. On ne peut pas, par conséquent, dire que l'on est une substance pensante ou une chose qui pense. Pourquoi? Parce que la substance, dans son étymologie, elle renvoie à ce qui se tient sous. Sous-entendu, ce qui se tient sous les changements et demeure égal à soi-même. Lorsque l'on parle de sujet en philosophie, au sens d'un un je pense chez Descartes, on veut dire par là qu'il y a un individu semblable à lui-même, qui sait qu'il est toujours le même, et qu'il existe de manière immuable par le fait qu'il possède une âme lui permettant de produire de la pensée notamment. Pour Descartes, ce qui fait qu'il n'y a pas d'illusion du moi, c'est le fait que la pensée résiste au doute. On sait que l'on existe parce que l'on est conscient de soi-même par l'exercice de notre faculté de réflexion. Et que justement, la pensée, contrairement au sens, elle ne nous trompe pas potentiellement. Or, pour Hume, justement, puisque l'introspection méditative ne permet pas de réfuter ce qui s'impose avec force à moi, par mes sens, la conception que j'ai de moi-même dépend intégralement de ce que je sens et de ce que je ressens. Pour le dire simplement, et c'est la grande thèse de Hume, ainsi qu'une citation, il n'y a pas de stabilité du moi. Dire il n'y a pas de stabilité du moi revient à dire que ce que nous sommes est limité à un état affectif passager qui nous caractérise à un moment donné. Pour Hume, nous sommes pris dans un flux continuel d'impressions, de sensations et de réflexions qui se suivent
et ne sont jamais exactement les mêmes. Par exemple, Hume utilise ici la métaphore d'un théâtre dans lequel auraient lieu des représentations chaque soir avec des acteurs différents pour comparer notre esprit. Dans notre esprit, c'est la même chose, il y a des passions qui se suivent et varient à travers le temps et qui fait que bah, c'est jamais la même pièce qui se joue dans notre conscience et qui fait que nous ne sommes pas stables et que nous ne pouvons parvenir à une stabilité de notre identité personnelle, nous permettant de parler d'un jeu en tant que sujet unifié qui serait le même à travers le temps. Par exemple, je ne suis pas le même de façon rigoureuse à 10 ans, à 20 ans, voire même à 30. Mon corps grandit et évolue, certes, je deviens plus ou moins grand et musclé, ma voix peut changer également, mais surtout, pour utiliser une expression simple issue du vocabulaire fréquent et non philosophique, je ne suis pas dans le même état d'esprit. Ne pas être dans le même état d'esprit à un instant ou à un autre de ma vie, cela signifie que j'ai vécu certaines choses qui ont restructuré de manière profonde celui que je pensais être à un moment donné. On pourrait croire que je ne suis pas du tout la même personne si on me voit à 2 ou 3 ans joyeux et souriant, et si on me voit à 20 ou 30 ans blasé et dépressif. Nos affects, nos passions jouent un rôle dans la constitution de notre identité, et c'est justement parce qu'elles sont variables et fluctuantes à travers le temps qu'il n'y a pas d'identité à proprement parler pour Hume. En fait, ce que critique Hume, c'est l'idée d'un sujet invariable à travers le temps. Le sujet, le jeu, pour un empiriste anglais comme Hume, ce n'est jamais qu'un pronom, une structure grammaticale nécessaire pour s'exprimer et faire coïncider un contenu d'expérience présent, mais rien de plus. On est bien obligé d'utiliser le jeu, mais le jeu, en fait, il correspond à rien. Pourtant, on a bien l'impression de demeurer toujours le même, non? Ok, je peux changer totalement de personnalité avec le temps, et en fonction de mon vécu, mais pourtant, je sais que cette personne qui a changé, c'est bien toujours la même, c'est-à-dire moi. On pourrait se demander si Hume n'exagère pas un peu en forçant le trait, en déduisant qu'il n'y a pas d'identité personnelle qui traverse le temps, sous prétexte que l'on passe par différents états psycho-affectifs à travers celui-ci. Eh bien, Hume, justement, qui n'était pas un imbécile, analyse cette illusion du moi, et il le fait à l'aide de la distinction entre impression de sensation et de réflexion. Et l'analyse qu'il fait du second type d'impression au livre 2 du traité de la nature humaine, dans la constitution de notre identité personnelle comme identité transtemporelle. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une impression de réflexion? Une impression de réflexion, c'est un ressenti qui accompagne une impression de sensation diminuée et affaiblie en termes d'intensité, c'est-à-dire un souvenir. La différence entre une chose qui a lieu là maintenant et un souvenir, c'est simplement euh, c'est que le souvenir, eh bien, il n'apparaît pas aussi fortement à l'esprit que ce qui est sous nos yeux, pour le dire simplement. C'est ce qui fait que l'on sait que c'est un souvenir, en fait. Une impression de réflexion, donc, c'est la passion ou le sentiment qui va accompagner l'idée que l'on se représente. Par exemple, si vous ressentez de la nostalgie en pensant à une période précise de votre vie, c'est une impression de réflexion. Eh bien justement, Hume nous dit au livre 2, chapitre 2, section 8 du traité de la nature humaine, que nos idées et nos impressions s'accompagnent toujours d'émotions, généralement. Donc, lorsque nous sommes mis en présence d'un objet ou d'une situation qui évoque en nous une émotion particulière, que l'on a déjà ressentie par le passé, on en déduit que c'est toujours le même sujet, la même personne, c'est-à-dire nous, qui ressentons cette même émotion. Par exemple, la Madeleine de Proust, qui est un exemple ultra classique de la littérature, où celui qui mange une Madeleine avec son thé voit ressurgir plein de souvenirs et d'émotions qui s'y rapportent, lorsqu'il mange à nouveau la Madeleine en question, comme il avait l'habitude de le faire. Vous pouvez prendre plein d'autres exemples dans votre vie personnelle. Moi, par exemple, quand je retourne à la campagne, en Bourgogne, parce qu'une partie de ma famille a des origines bourguignonnes, j'ai la moitié de ma famille environ, j'ai à nouveau les mêmes sensations que la fois précédente où j'y suis allé l'année passée, si le cadre ne change pas trop en principe. En tout cas, il y a certaines sensations qui reviennent. La joie de voir à nouveau de la campagne accompagne l'expérience présente et me fait penser par association que c'est donc toujours la même personne qui ressent cette sensation, puisque ce que je ressentais par le passé
à la vue de telle ou telle chose, je le ressens toujours. Par conséquent, je n'ai pas changé. En tout cas, c'est ce que je pense de manière illusoire pour Hume. Inversement, si une chose ne me procure plus du tout la même sensation, qu'en revoyant telle ou telle nana, je me demande bien comment j'ai pu être aussi débile pour faire une fixette dessus pendant aussi longtemps par le passé, par exemple, eh bien j'en déduis par là que j'ai changé et que je ne suis plus du tout le même. Mais dans un cas comme dans l'autre, que ça soit par ressemblance entre deux impressions de réflexion ou par dissemblance, il n'y a pas de stabilité du moi puisque ce n'est pas la même personne qui ressent la même sensation. Nous confondons deux sensations similaires et nous faisons une association d'idées qui nous amène à penser à tort, donc par ressemblance, que c'est par rapport à un moi substantiel que l'on peut déterminer si on a changé ou non, que ça soit par ressemblance dans le premier cas ou par dissemblance dans le deuxième cas. Je n'ai pas changé, j'aime toujours la même chose, ou je n'ai pas changé, cette chose-là ne me fait plus rien ressentir, vous voyez? Mais en fait, le moment où on passe au jeu, là, c'est le moment où on bascule dans la fiction métaphysique pour Hume. Et ça vient uniquement du fait qu'il y ait des impressions similaires qui vont nous évoquer des souvenirs et des impressions de réflexion, plus ou moins ressemblantes, vous voyez? Qui fait qu'on va raisonner à partir d'un même vécu. En réalité, nous passons par divers états psycho-affectifs à travers le temps. Il y a une singularité des états psycho-affectifs qui caractérisent notre vécu, et nous les recomposons selon une unité par le souvenir de l'impression que nous évoque telle ou telle sensation constitutive de notre expérience. Mais c'est une reconstruction, c'est quelque chose qui est, illusoire, qui est artificiel. Ça veut pas dire que c'est pas une que pour Hume, c'est pas bien de le faire, hein. C'est pas que c'est bien ou pas bien d'ailleurs, il s'en fout, c'est pas ça qui l'intéresse. Il constate juste que c'est une construction de notre esprit, qui répond à des besoins pratiques, mais une construction quand même. Le moi est donc une illusion à cause de l'instabilité qui le caractérise. Le moi en tant que substance, quelque chose, en tant que sujet métaphysique qui traverserait le temps. Bien que supposée de façon fictive, cette stabilité nous apparaisse comme nécessaire pour rendre la réalité plus abordable. Pour Hume, il y a des fictions que notre esprit génère pour rendre le caractère imprévisible et en changement permanent du réel plus commode, et le jeu ou le moi en font partie. Il ne s'agit que de généralisation par association d'idées, par ressemblance. On fait le lien entre nos impressions sensibles sous prétexte qu'elles se ressemblent, et l'on en déduit par là que c'est bien toujours la même personne qui ressent celle-ci, puisqu'elle est liée à une impression similaire. On peut toutefois se demander si l'identité personnelle n'est bel et bien qu'une fiction de notre esprit, qui remplit une dimension strictement pratique et utilitaire, ou si le fait que nous soyons capables de nous remémorer, avoir ressenti telle ou telle émotion dans le passé, et les faire correspondre avec notre conscience du présent, prouve justement que l'on peut tout de même parler d'un sujet qui subsiste, malgré la diversité des changements, grâce à notre mémoire. En admettant que je ne sois pas le même par le passé, par rapport à aujourd'hui, heu, est-ce que le fait de pouvoir me rappeler de celui que j'étais à cette époque, me permet, justement, de rester un peu le même au fond de moi? Est-ce que, le fait de me souvenir de ce que j'ai ressenti par le passé, tout en étant au présent, quelque part, bah, quand même, ça m'aide à me constituer une identité? Et est-ce que finalement, on peut pas encore parler d'identité grâce à notre mémoire comme faculté de maintenir le passé au sein du présent? C'est ce que nous, étudierons la prochaine fois en mettant en avant la mémoire au centre de nos interrogations philosophiques concernant la conscience, et notamment celle que nous avons de nous-mêmes en tant que sujet immuable, dont l'identité demeurerait stable à travers le temps malgré les apparences. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Merci de vous abonner et de partager mon contenu si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes ou en intéresser certains. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et vous dis à très bientôt.